Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors que par rapport justement à la dernière vidéo qu'on avait faite, un petit peu de synthèse sur l'inflation, je vous avais parlé d'un post qu'a fait Ray Dalio, je sais pas, il y a 2 semaines. Alors Ray Dalio, bien entendu, voilà, c'est pas un gourou, hein, lui-même. Il faut savoir si Ray Dalio est connu surtout pour être l'inventeur on va dire, du portefeuille 4 saisons, c'est-à-dire un portefeuille qui est capable d'être suffisamment diversifié pour résister à n'importe quoi. Ça veut bien dire que la personne que vous avez en face de vous est quand même une personne très humble et qui, justement, sait bien que la moitié de ses prévisions sont fausses. Je ferai peut-être une vidéo, je ferai peut-être bien une vidéo aussi là-dessus pour bien prendre en compte, voilà, que ce que dit Ray Dalio, c'est aussi très différent. Donc ce que dit et pense Ray Dalio, c'est très différent de ce que fait son fonds, hein. Les placements ne sont pas du tout les mêmes, hein, et donc on est bien là sur plutôt, je dirais, Ray Dalio en mode, voilà, je fais de la recherche, je fais de l'analyse, et donc je partage ce que je pense et ce que je trouve comme information, ce qui est très bien, et c'est très appréciable, et je vous invite vraiment à lire son travail, mais il y a aussi, voilà, c'est comme tout travail, il faut l'intégrer dans votre propre profil, et intégrer que ça ne vous donne jamais le timing exact, bien entendu, et que on est potentiellement sur des visions à long terme, et pendant ce temps, pendant 2 ou 3 ans, éventuellement, comme on a vu ces dernières années, parce que Ray Dalio, il ne pense pas ce qu'il pense depuis là tout de suite, hein. Le Covid a accéléré les choses, mais globalement, voilà, ça fait 2 ou 3 ans qu'on peut lire à peu près les mêmes choses de sa part. Et quelque part, c'est très cohérent. Et c'est un travail également que je vous encourage à lire. Mais voilà, il faut bien faire attention de ne pas mélanger ce que Ray Dalio peut vous partager avec une certitude. Il n'y en a pas. Et lui-même n'a pas de certitude, puisque sinon il n'aurait pas inventé le portefeuille des 4 saisons, qui est vraiment le portefeuille type de l'investisseur humble qui dit bah, moi, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Donc je suis diversifié un petit peu dans tout. Et c'est de la vraie diversification, hein. C'est pas de la diversification dans des secteurs d'activité, c'est de la vraie diversification en allant sur les actions, sur l'obligataire, sur voilà, des produits pour combattre l'inflation, également des matières premières, etc. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit dernièrement Ray Dalio dans son dernier post? Ben justement, pour Ray Dalio travaille beaucoup sur la dette, il travaille beaucoup sur les cycles de dette, il considère qu'on est au bout du cycle de dette. Là où je suis d'accord avec lui, justement, c'est le fait de dire que notre boost économique, là, que l'on a post-Covid, n'est pas un nouveau cycle économique. Je ne pense pas qu'on recommence un nouveau cycle économique, je pense qu'on a juste une correction dans le cycle économique précédent qui continue sa phase et qui tend très certainement vers la fin de cette phase. Mais là encore, niveau timing, je veux dire, ça peut être 1 an, ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans. C'est pareil, pour un investisseur, on ne peut pas se permettre d'être contre le marché pendant 10 ans. Et dans son dernier post, justement, bah, il reparle évidemment du sujet qui fâche, il reparle donc de l'inflation, mais il reparle aussi de la montée des taxes, et il fait un parallèle, et donc des niveaux de dette qui sont insoutenables, on va dire, sans justement remonter les taxes, et sans finalement, pour un État, plébisciter l'inflation, pour essayer un petit peu de décharger le poids de la dette, justement. Et il fait un parallèle, alors moi je vous avais fait des parallèles avec la Seconde Guerre mondiale, et lui il fait plus un parallèle justement au sortir de la Grande Dépression, donc la fin des années 20, et un parallèle donc avec, on va dire, les années 30, avec donc également le premier gros plan d'infrastructure de l'époque, Roosevelt, etc. Donc on va replonger, il a sorti 7 ou 8 graphiques, on va replonger, j'avais partagé ça sur l'Académie des graphes il y a une semaine, ou une dizaine de jours, voilà. Et donc on va regarder ça sans jugement aucun, mais juste voilà, il fait des parallèles, et graphiquement évidemment quand on voit ces parallèles-là, on peut se dire en effet, il a certainement raison. Mais là où il faut faire attention, c'est toujours la même chose. On a tendance à dire bien entendu que les mêmes causes mènent aux mêmes effets, que voilà, l'idiotie finalement c'est de faire la même chose et de penser que le résultat sera différent. Ce que l'on peut penser là, évidemment, quand on va regarder les graphiques ensemble de ce que propose Ray Dalio, c'est évidemment voilà, qu'il a raison, parce que ça se ressemble certainement. Mais je pense aussi qu'il faut bien intégrer le fait que les événements qui nous ont amenés finalement à prendre les mêmes décisions sont quand même différents. On est sur le sortir d'une grande dépression, une grande dépression qui était liée à des gains de productivité, donc à une surchauffe vraiment de l'économie.
Là, on est au sortir d'une crise qui a halté l'économie. On est donc sur un choc plutôt exogène. Donc on va dire, sur des raisons et des causes qui sont certainement différentes. Alors, est-ce que ça peut mener quand même aux mêmes effets? Ça, voilà, on va laisser tous les économistes, évidemment, se tripatouiller là-dessus. Donc, il commence par le premier graphique, et il nous dit, voilà, dans les deux périodes que l'on avait, alors si je vais peut-être zoomer, c'est pour que vous y voyez un petit peu plus, donc dans les deux périodes que l'on avait, donc dans les années, on voit sortir donc de la Grande Dépression, le début, on a des taux qui descendent à zéro, et vous le voyez, on a des taux qui sont restés très bas aux États-Unis jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, les taux ont un petit peu monté, mais là, c'est pour ça que j'aime bien aussi comparer avec la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que la Seconde Guerre mondiale, je considère que c'est un choc exogène qui transforme l'économie, c'est-à-dire que votre production devient une économie qui doit s'adapter à la production de guerre. On construit des armements, etc. Et on va s'adapter. Et de la même manière, au niveau Covid, on s'est adapté. On construit des vaccins, on a construit des tests, on a construit des gants, des trucs, machin. On a vu, voilà, l'économie s'adapter. Et derrière, vous devez vous réadapter. Alors là, on n'a pas la vue ce qui se passe après 45, mais évidemment, vous avez, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la vraie peur, évidemment, c'était que la dette était au plafond, on devait tout reconstruire, et donc l'inflation a fait un saut énorme. Et on pensait qu'on allait partir sur de l'inflation durable. Et il y avait les mêmes débats, hein, c'était exactement les mêmes débats aujourd'hui, c'était qu'on était sur des taux bas, on était sur une inflation rampante, et la peur que celle-ci devienne très très forte et surtout très durable. Et en fait, elle a été surtout temporaire pendant bien des années. Et c'est ensuite qu'on est rentré dans de la stagflation, mais 20 ans plus tard. Mais on rentrera peut-être dans le vif du sujet plus longuement dans d'autres vidéos. Là, on va s'attarder sur ce que Ray Dalio. Ray Dalio, lui, il voit donc le parallèle plus avec les années 30. Premier parallèle, il dit, voilà, au sortir de la Grande Dépression, on est sur des taux historiquement bas, très proches de zéro. On est depuis les années 2010. Ray Dalio, il nous dit clairement que pour lui, la crise, elle a démarré à la crise des subprimes et que depuis, en fait, on n'en est pas réellement sorti de cette crise-là. Donc on continue, on le voit, d'être sur des mouvements à zéro. On a tenté de remonter les taux pour celles et ceux qui étaient en bourse en 2018. On se souvient bien à cette époque-là que le marché, en fait, s'était adapté, s'était préparé également. Tout le monde va dire, oh mon Dieu, ils vont remonter les taux, ils remontent les taux. C'est trop tôt, l'économie tient encore sur les petits trous arrière du vélo. Et en effet, c'était la raison, et tout de suite, on avait vu que ça avait tapé très rapidement le marché. On avait déjà à l'époque commencé à parler des taux longs, de la remontée des taux longs, etc. Et donc la Banque centrale avait tout de suite remis les petits euros arrière au vélo. Donc on le voit, on est sur un marché là aussi durablement sur des taux négatifs. Et donc du coup, évidemment, on a la planche à billets qui tourne. De la même manière, il montre l'excédent de monnaie donc, que l'on a dans les années 30, évidemment. On essaye de financer la reprise. Et on fait les injections tout aussi importantes actuellement. Alors bien entendu, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ordres de grandeur n'ont rien à voir. Et très souvent, évidemment, les gens qui veulent vous faire peur, entre guillemets, ils vont vous montrer justement en valeur, et donc évidemment sans prendre en compte l'inflation qu'il y a eu sur les 80 dernières années. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est surtout en termes de pourcentage, évidemment, si on veut vraiment comparer ce qui est comparable. Sinon, bien entendu, en prenant en compte l'inflation, les niveaux n'ont rien à voir. Mais proportionnellement, on est quand même si on est un petit peu au-dessus actuellement, on est quand même dans un ordre de grandeur qui a été fait au sortir de la Seconde Guerre mondiale et d'ores et déjà au sortir de cette Grande Dépression. Et donc ce qu'il nous dit dans le troisième graphique, c'est que du coup, on était rentré donc dans des taux longs, ne pas confondre les taux courts qui sont régis par les banques centrales avec les taux longs qui restent encore des taux de marché, mais on peut dire peut-être de moins en moins, et on verra justement si la Fed commence à y toucher plus tard. Mais globalement, on est donc dans un monde de taux bas. On voit les taux longs qui continuent de baisser et qui continuent d'être, même si on a une petite remontée, je veux dire historiquement très bas. Donc, ce qui pousse des bulles au niveau des actifs, etc. Et d'ailleurs, justement, il va y retourner.
Et donc ce qui nous démontre en fait, c'est qu'au niveau de l'inflation, quand on prend justement l'inflation, on a cette inflation qui à partir de ce moment-là va remonter. Mais vous voyez, ça ne remonte pas d'un coup non plus. Vous avez un premier mouvement, ensuite vous avez un petit contre-coup, et ensuite vous avez la seconde poussée en fait, qui est quelque part le surplus qu'on a laissé en maintenant les taux bas et en laissant faire un petit peu le marché. Mais on voit globalement, je veux dire que vous rentrez en fait surtout dans un marché beaucoup plus volatile, où l'inflation est beaucoup plus volatile. Là, à aujourd'hui, on est dans des anticipations d'inflation. On pense en effet que l'inflation va remonter à 2, 2,5% aux US. En Europe, on n'en est pas encore là, mais on tournera autour des 2%. Mais surtout, maintenant, l'idée, c'est de dire, OK, une fois qu'on est arrivé à ces 2,5, c'est temporaire, c'est durable ou pas. L'idée, c'est de se dire très bien, mais à plus long terme, on va quand même éventuellement créer une inflation bien supérieure à ces 2,5%. Et donc, il fait le parallèle. Il fait le parallèle, justement, et ce que je trouve intéressant dans ce parallèle-là, c'est qu'au moment même où tout le monde panique, en effet, à se dire l'inflation va être durable, l'inflation va être forte, plus forte que du 3 ou du 4%, il faut bien comprendre qu'éventuellement, oui, c'est la vision, en effet, mais que entre-temps, vous pouvez, vous le voyez, avoir justement le contre-coup. Moi, je le pars du principe comme l'effet soulagement. Vous avez cet effet soulagement, on est dans l'anticipation, vous êtes encore dans des pénuries, etc. Donc vous avez, comme je vous ai expliqué dans les différentes vidéos, une espèce de squeeze, une surplus de demande par rapport à l'offre qui n'arrive pas encore à rattraper le coût. Et donc la variable d'ajustement, c'est le prix. Donc vous avez un premier pic. Et puis en fait, les choses vont se normaliser. L'offre va arriver. Et c'est là où on rentre dans le cycle beaucoup plus durable de l'inflation, en parlant surtout des salaires. C'est là où les salaires rentrent en ligne de compte. Parce qu'au début, c'est matières premières, c'est des pénuries, c'est l'effet soulagement, les premières dépenses, etc. Ensuite, on a le petit contre-coup. Et derrière, c'est là où on a éventuellement l'inflation réelle, que je vais appeler réelle, qui est une inflation qui va être liée surtout au salaire, liée à l'époque, il n'y avait pas les mêmes problématiques. C'est là aussi où on peut avoir quelques différences. C'est que on re-rentre, comme à l'époque finalement, aussi dans du protectionnisme. Euh, la globalisation va rester, hein, et je veux dire, si vous regardez le protectionnisme du début du XXe siècle, si vous regardez le protectionnisme voilà, des années 30, il y avait quand même du protectionnisme hein, dans beaucoup de pays européens, que ce soit également en Asie et aux US. Mais ça n'empêche pas le protectionnisme, il faut faire attention par rapport à ce que je lis, etc. Le protectionnisme n'empêche pas la globalisation. On reste et on restera dans un monde globalisé. On reste et on restera dans un monde mondialisé. Et on reste et on restera dans un monde où les échanges commerciaux mondiaux vont continuer de croître. Par contre, ils vont croître à une vitesse moins importante et on va voir arriver en effet, par le biais de certains protectionnismes, etc., des réallocations locales. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez très bien avoir ces réallocations locales sans pour autant altérer globalement la mondialisation. C'est-à-dire qu'on reste dans un monde mondialisé, mais si vous retirez ne serait-ce que 2-3% et que vous relocalisez ça d'une manière nationale, dans la mondialisation, c'est rien du tout, hein, dans l'ensemble des échanges, c'est rien du tout, mais par contre, au sein même d'un pays qui relocalise, c'est énorme, c'est 2 ou 3% d'échanges. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va rester dans ce monde tourné vers la mondialisation, hein. Moi je ne pense pas qu'on peut y revenir en arrière, mais par contre, on va voir arriver des relocalisations qui ne paraîtront pas énormes dans les échanges mondiaux quand on les regardera, ce qui nous feront dire que protectionnisme ou pas, finalement le monde continue de mondialiser. Mais ce qu'il faudra regarder, c'est les échanges. Et on avait pu parler, justement, c'est les pays limitrophes aux grandes plaques d'échanges qui risquent le profiter de ces relocalisations. En Asie, on peut voir de la diversification par rapport à la Chine avec le Vietnam, la Thaïlande, c'est déjà connu. Et on peut commencer à inclure l'Indonésie, le Cambodge. En Europe, on sait déjà, mais l'Europe de l'Est également, l'Europe du Sud aussi, ils pourront continuer à en profiter. Et dans la plaque aux États-Unis, on va penser au Mexique et un petit peu en dessous aussi, on peut dans de l'Amérique centrale pour un certain nombre de produits. Et donc on a ces enjeux-là qui se mettent en place. L'autre enjeu évidemment qui est inflationnaire sur les salaires, c'est si on commence à manquer de main-d'œuvre. On commence à manquer de main-d'œuvre avec la chose dont on nous parle depuis 20 ans, depuis 30 ans, hein, depuis que je suis au lycée, on nous parle de la démographie.
de la fin des boomers, évidemment, et du fait qu'ils vont, bien entendu, que ça va laisser un vide, et que si l'intelligence artificielle n'a pas remplacé un certain nombre de jobs, éventuellement, on va se retrouver avec des pénuries de main-d'œuvre qui pousseront naturellement également les salaires par le haut, par cette pénurie de main-d'œuvre. Tout ça, c'est éventuellement ce qui peut nous attendre sur la décennie à venir, etc. Mais ça prend du temps. Et donc du coup, voilà, il faut bien regarder aussi ces graphiques-là, bien se rendre compte qu'en tant qu'investisseur, on peut avoir des convictions. Mais ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est un petit peu l'horizon de temps de nos convictions. Parce que on peut commencer à investir d'ores et déjà aujourd'hui dans nos convictions, et si elles mettent 10 ans à se mettre en place, la problématique c'est que les phases intermédiaires nous coûteront énormément d'argent. Donc c'est là aussi où il faut bien comprendre qu'on peut avoir une vision long terme, mais bien détecter également les phases intermédiaires. On passe au graphique 5, et ce qui nous dit évidemment, et ça c'est très clair, c'est que bien entendu si vous vous retrouvez dans un monde avec de l'inflation, et bien tout de suite, c'est pas une bonne idée de garder du cash, c'est pas une bonne idée d'avoir des liquidités, il va falloir l'investir, il va falloir en faire des actifs. Pourquoi? Parce que votre cash tout simplement va se faire pomper par les taxes, d'une part, il va se faire également tout simplement bouffer par l'inflation. Et ça peut vous paraître pas énorme, 2 ou 3% d'inflation, mais si c'est récurrent année après année, vous savez, les intérêts composés, tout le monde vous vend ça en vous disant l'intérêt composé c'est magique, mais l'inflation c'est les intérêts composés à l'inverse. Et ça, si vous gardez trop de cash, évidemment, 2-3%, vous avez l'impression que c'est pas terrible chaque année, mais sur 10 ans, ça fait des intérêts composés également, et ça vous bouffe une bonne part également. J'avais fait une autre vidéo pour essayer de vous faire comprendre ça. Donc il ne faut pas remettre en cause, et là Ray Dalio fait également le parallèle en disant le cash n'est pas king dans le monde éventuel que l'on va avoir dans les prochaines années. Donc du coup, ce qui nous dit, alors l'histoire de l'or, il fallait faire attention dans les années 30 évidemment, puisque on n'avait pas encore le lien qui a été fait, ça a été fait à partir des années 35, mais bon, c'était une histoire aussi où il y avait l'interdiction de détenir de l'or, puis il y avait également où il fallait les détenir dans un coffre à une banque spécifique, etc. Donc il y a aussi, il faut se rappeler de l'histoire, aujourd'hui tout le monde dit l'or, 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 mais il faut se rappeler que dans l'histoire, lorsque ça a vraiment été pas terrible, un État a confisqué l'or également. De la même manière qu'on prend des taxes, etc., on confisque l'or, etc. Donc il faut faire attention par rapport à ces biais-là. Mais l'idée, évidemment, c'est de prendre en compte que l'or est un hedge, est une couverture contre cette inflation. Donc pas de cash, de l'or est une protection. Mais les actions aussi sont une protection. Des actions avec des actifs tangibles. Et c'est ce que je vous avais dit également dans de précédentes vidéos, il faut faire attention à la composition des indices. À l'époque, vous étiez essentiellement sur de l'industrie, donc du tangible, des usines, etc. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la composition du S&P, par exemple, vous êtes beaucoup plus mélangé, avec notamment pas mal de valeurs de croissance. Et là, il faut redéfinir ce qu'on appelle tangible, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'autant d'usines, etc. Mais à data center, c'est aussi important. Mais l'intelligence artificielle également, ou les brevets, ou la compétence, la capacité d'une entreprise à gagner des clients, à conserver ses clients également, et donc à ne pas dépenser plus d'argent pour récupérer de nouveaux clients. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on peut considérer comme le tangible, c'est plus l'usine comme hier, mais il y a certaines valeurs de croissance où il faut apprendre à les valoriser sur de l'intangible, mais qui est devenu dans le monde d'aujourd'hui beaucoup plus de tangible. Quelque part, il faut revaloriser, je dirais pas sur le côté tangible, mais sur le côté justement avantage compétitif. Et c'est ça vraiment qui est important. Et après, donc, on fera attention aux valeurs qui sont endettées, bien entendu. Trop de dettes, pas un avantage compétitif suffisamment fort, c'est là-dessus, c'est sur ces actions-là dont il faut se méfier, et donc être beaucoup plus sélectif dans les actions, mais sinon, si on est sélectif sur les actions et qu'on part sur du tangible, la valeur, la value, etc. Mais il y a aussi des valeurs de croissance que je pense qu'on peut considérer, comme je vous ai dit, ayant de l'intangible qui est du tangible, et donc un peu plus comme value, eh bien, on aura une protection contre cette inflation. Et donc, toujours la même chose, des entreprises qui sont dans la capacité, même dans un monde inflationniste, de faire payer l'augmentation des matières premières, de la main-d'œuvre, etc., dans le prix final, au client final, sans ronger leur marge. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et donc, ce qu'il nous fait, évidemment, il nous fait un petit topo donc, sur les actions, et il nous démontre que ce qu'on a eu, c'est une inflation dans les actifs, donc de la même manière que ce que l'on a aujourd'hui. Et que donc les actions
même dans un monde inflationniste, sont poussés justement par le fait qu'on imprime beaucoup, et puis la question se pose évidemment sur le dollar. Et donc, sur le dollar, évidemment, vous avez une baisse du dollar. Donc ce qu'il faut intégrer également, je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos, ce qu'il faut intégrer dans la performance également d'un indice, c'est qu'il faut retraiter l'inflation que vous avez pour avoir le rendement réel, mais il faut aussi retraiter la baisse éventuelle de la monnaie locale. Et donc là, en l'occurrence, du dollar. Puisqu'il faut bien intégrer aussi que si vous avez une baisse de votre monnaie, vos actions en valeur potentiellement valent plus cher, mais en dollars, on va dire, réels, ramenés comme en inflation, il faut intégrer ça aussi au rendement. C'est ce qui fait que si vous regardez les indices boursiers du Venezuela, de l'Argentine ces derniers mois, vous avez d'énormes rallyes, mais en même temps que ça, leur monnaie locale s'est complètement cassé la figure. Alors après, évidemment, la stratégie aussi, lorsque vous êtes dans de l'inflation qui devient de l'hyperinflation, c'est d'emprunter. Parce que les taux sont très bas, vous empruntez, vous êtes dans de l'hyperinflation et en fait, au bout de quelques années, votre prêt est complètement rogné. Historiquement, ça s'est déjà vu et ça s'est déjà fait par de célèbres investisseurs qui sont devenus très très riches justement, mais il vous faut quand même une inflation qui est forte et qui est durable et vous prenez donc ce type de prêt-là. Il faut avoir quelques garanties quand même, puisque c'est des situations en général politiques qui ne sont pas tip-top, mais globalement, là aussi, ça fait partie des paris de prendre à taux fixe, un prêt à taux fixe, justement, et de faire en sorte que cet argent-là vaudra beaucoup moins cher à cause de l'inflation dans les années à venir, et donc vous aurez beaucoup moins à rembourser, et le delta qui aura été bouffé par l'inflation, c'est dans la poche. Donc ce qu'il nous dit également ici, c'est que au niveau des dépenses entre Roosevelt et Biden, c'est kiff bourrico, ça se valide. Alors évidemment, on peut dire que potentiellement, au sortir de cette crise du Covid, certainement on en fait trop. C'est ce qui poussera éventuellement la surchauffe à venir. Mais globalement, là aussi, beaucoup de personnes disent qu'on est sur des événements nouveaux, qu'on n'a jamais rien vu historiquement. Alors en effet, si on compare uniquement en valeur, oui, mais là vous voyez, c'est des pourcentages par rapport au PIB. Donc il faut comparer ce qui est comparable, et on se rend compte que voilà, dans les années 30 également, ce qui a été fait, même si en valeur c'est pouillemesque par rapport à ce qui est fait maintenant, il faut prendre encore l'inflation en ligne de compte, on se rend compte que voilà, c'est à peu près dans le même ordre de grandeur quand même ce qui est fait lorsqu'on prend en pourcentage du PIB. Et le dernier graphique qu'il nous montre, en fait, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, évidemment, la problématique d'avoir les actions qui montent, la problématique dans un monde inflationniste, la problématique d'essayer de relancer, etc., l'économie, c'est qu'on rentre dans un monde également qui devient inégalitaire. Et donc, ça crée des tensions sociales. Et donc, au-delà de juste renflouer les caisses, parce qu'il faut renflouer les caisses, on sait très bien que taxer les riches, c'est plus politiquement pour régler la question sociale, ça fait rentrer un petit peu d'argent dans les caisses également, mais pas tant que ça. Et donc, inévitablement, on le voit, il fait le parallèle, Ray Dalio, avec les années 30, où il voit et il démontre la hausse justement de la taxation. Et à nouveau, on fait le parallèle, alors on n'y est pas encore, mais on sait qu'on va y arriver, avec Biden qui commence déjà à préparer un petit peu tout le monde et à faire déjà ses annonces justement sur la hausse des taxes qui va arriver, la hausse des taxes sur les capitaux, etc., sur les entreprises. Voilà, et éventuellement, on essaye même de pousser ça à quelque chose d'uniformisé, pour uniformiser mondialement. Ça prendra certainement pas mal de temps à discuter. En Europe déjà, on a pas mal de mal à uniformiser ça à beaucoup moins de pays. Mais potentiellement, sous l'hégémonie des US, peut-être que ça peut faciliter les choses. Donc voilà globalement ce que nous dit Ray Dalio. Je vous mets le lien, il publie souvent, même tout le temps, sur son profil LinkedIn. Donc si vous voulez suivre un petit peu ce qu'il publie, c'est toujours intéressant. Voilà, comme j'ai dit, est-ce que quand on regarde les graphiques, voilà, c'est très similaire, mais c'est très similaire par rapport à ces dépenses-là. Je vous ai rajouté un petit peu ma sauce au passage, évidemment. Mais globalement, je trouve que Ray Dalio, c'est important de le suivre, pas pour faire le parallèle avec les performances de son fonds, parce que son fonds, je veux dire, il fait totalement le contraire. Ils ont continué à être très acheteurs, alors que ça fait 3-4 ans que Ray Dalio, voilà, on voit qu'il est très sceptique sur la situation. Je pense qu'il a une vision qui est très claire, il a une vision long terme qui est très claire. Ce qu'il faut un petit peu en tant que nous, pour investisseurs, c'est essayer d'aller chercher dans cette vision très claire les différentes étapes.
C'est ça clairement qui fait et qui fera la différence pour nous, parce qu'on est sur des laps de temps qui peuvent être une décennie, voire plus, et évidemment, voilà, on a besoin en tant qu'investisseur d'être un peu plus, entre guillemets, moyen terme dans ce qui peut se passer et ce que j'essaye de vous faire dans des présentations différentes macro. Voilà pour cette revue un petit peu de ce que peut penser Ray Dalio, notamment sur les années 30 et du parallèle à faire. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas, et dans les commentaires, je ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo, ça fait toujours plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux à apprécier ces vidéos-là et puis à les partager avec d'autres personnes pour que ça les aide. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite clochette de notification, comme ça vous ne loupez pas les prochaines vidéos, et moi je vous retrouve à la prochaine vidéo. Salut les graphes!